De la mangecratie à la famicratie, en passant par coup du soir, se trouve une voix. Une voix qui s'élève contre la France-Afrique et qui appelle le monde occidental à ouvrir les frontières. Une voix qui ne manque pas aussi d'exprimer des coups de gueule face à tout ce qu'elle considère comme une injustice. Cette voix, c'est celle de la star du reggae mondial Tiken Jah Fakoly, auteur de 11 albums, dont le dernier est Braquage de pouvoir, sorti le 4 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission Les Entretiens. Tiken Jah Fakoly, bonjour. Bonjour. Merci pour ce privilège que vous accordez à l'Intelligent TV de pouvoir vous interroger dans le ventre de votre domicile. Avec plaisir, merci. Alors Tiken, on va parler de Africa Reggae Festival, un festival qui porte votre signature et dont la première édition a eu lieu le vendredi 8 décembre 2023 à l'Agora de Koumassi. C'était un rêve que vous avez caressé depuis 2006 au Mali, précisément à Bamako. Maintenant que cette édition a été lancée, vos impressions? Je suis très heureux. Très content du résultat, même si ça n'a pas été un succès populaire et financier. Mais je me dis que c'est un bébé qui naît, sinon qui est né, et qui a besoin de grandir. Donc le plus important pour nous, c'était que ce festival soit créé et que le monde entier sache que désormais, il y a un festival de reggae africain à Abidjan. Et donc je pense que cela est fait. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le net, en tout cas dans la période du lancement du festival, partout, il y avait Africa Reggae Festival sur le net et à la télé en Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait que les chaînes de Côte d'Ivoire sont regardées dans d'autres pays. Donc pour moi, c'était ça l'essentiel. Et je pense que l'objectif a été atteint. Maintenant, l'année prochaine, là c'était seulement le lancement. L'année prochaine, il y aura la première édition. Et donc, on va se préparer, dès le mois de janvier, on va commencer à se préparer pour que la première édition soit vraiment une grande fête du reggae, parce que la Côte d'Ivoire le mérite. Alors, vous l'avez dit, cette première édition n'a pas été le succès, n'a pas eu le succès escompté. Est-ce à dire que les Ivoiriens n'ont plus d'amour pour le reggae? Est-ce l'expression d'un désamour vis-à-vis du reggae? Non, je ne pense pas qu'il y ait un désamour du peuple pour le reggae. D'abord, vous savez, quand quelque chose arrive, il faut tirer les conséquences. Voilà. Et tout ça pour dire qu'on a joué au Palais de la Culture. On s'est dit la haute société fait partie du peuple, le reggae étant la voix du peuple. Donc on voulait voir un peu si ceux qui ne peuvent pas venir au grand concert peuvent venir là. Mais on a eu la preuve que le reggae, il ne faut pas le vendre très cher, parce que c'est la musique du peuple. On a eu l'impression qu'on a fait une trahison, donc on a pris note. On dit, bon, désormais, il n'y aura plus de concerts VIP. Il y aura des concerts à des prix abordables pour que le peuple puisse continuer à aimer sa musique, pour que le peuple puisse adhérer au festival. Et donc, voilà, ça s'est passé. À l'Agora, on a eu la pluie à 19 h, on est en Afrique. Vous savez, en Europe, quand il y a la pluie, ça n'empêche pas les gens de sortir. En Europe, quand il y a la neige, les gens viennent toujours. Mais dans notre culture, dès qu'il pleut, les gens ils démissionnent. Et donc, je pense que la pluie a un peu joué contre nous, sinon les prix étaient abordables là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, l'essentiel, c'est que le festival soit né et que le festival soit là. Et le festival est là maintenant. Je pense que le bilan, pour moi, est positif. Et vous verrez l'année prochaine, on va commencer à travailler dès maintenant et ça va être un grand succès. On va commencer à travailler dès maintenant. Dites-nous, qu'est-ce qui sera fait maintenant que ce festival est né? Ben, ce qui sera fait, c'est à partir du mois de janvier, on va commencer à chercher des sponsors. Il faut dire que l'édition de cette année, j'ai dû la financer moi-même à hauteur de près de 35 ou 40 millions. Parce que les musiciens sont venus de France, il y en a qui sont venus de la Guinée, les hôtels, la sono, enfin la publicité. Vous avez vu les grands panneaux dans Abidjan, la location du Palais de la Culture, la location de l'Agora. C'est des choses qui sont proches de 4 à 5 millions. Le Palais de la Culture et l'Agora, ça nous fait à peu près 10 millions déjà. Donc voilà, on va travailler sur les recherches des sponsors
on va aller voir les gens qu'il faut, les gens qui aiment le reggae, qui veulent nous accompagner. Et voilà, on espère aussi que l'État fera preuve de bonne volonté aussi pour nous accompagner parce que vous savez, le reggae est la musique la plus importante pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'une des plus grandes stars de la musique ivoirienne, c'est un reggaeman. Et je pourrais dire qu'après lui, celui qui est connu encore plus, encore aussi, est un Ivoirien, ainsi de suite. C'est le reggae qui a fait le Zénith plusieurs fois. Les autres l'ont fait, mais ce n'est pas ceux qui l'ont rempli. Peut-être qu'ils l'ont rempli, mais moi, je n'étais pas là. Mais ce qui est sûr, le reggae a rempli plusieurs fois le Zénith à Paris. Le reggae, en tant que reggaeman, moi, j'ai joué à Central Park aux États-Unis. J'ai joué en Argentine, j'ai joué en Uruguay, j'ai joué en Irlande. Un peu partout, à travers le monde. À travers le monde, tu vois. Il n'y a que la Chine, le Japon, peut-être la Russie, je ne suis pas encore allé. Mais je pense que ça va venir. Mais ça va venir. Donc, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, pendant les concerts en Europe, on voyait que le drapeau rouge-vert et le drapeau de la Jamaïque. Aujourd'hui, le drapeau orange, blanc, vert est présent dans les concerts reggae. En tout cas, quand moi je joue, ou bien quand Alpha Blondy joue. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et donc, nous devons être accompagnés. L'année prochaine, je souhaite que ça va être fait. Maintenant, ça, ce n'est pas forcé. Mais je dis simplement pourquoi le reggae doit être soutenu. Parce que c'est le reggae qui porte très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les autres, ils disent, font des concerts à Paris, à New York, un peu partout. Je respecte. Mais les preuves palpables qu'on a, que la musique ivoirienne, la musique faite par les Ivoiriens est respectée à l'extérieur, je crois que c'est le reggae. Et donc, voilà. Et puis, l'un des objectifs du festival, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse inviter des spécialistes, des journalistes spécialistes de reggae, qu'on puisse inviter des tourneurs, qu'on puisse inviter des éditeurs à venir découvrir les talents qu'on a ici. Souvent, quand moi je vais au Parc Place ou à AZK, je vois des jeunes, ils sont tellement talentueux, je me demande, mais qu'est-ce que lui fait ici? Mais ce n'est pas normal. Il a une voix qui est plus belle que la mienne, il a une prestation incroyable, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Après, je me dis, mais c'est parce qu'on ne l'a pas encore découvert. Tu vois. Vous avez donc besoin de journalistes pour voir ces talents-là. Ah oui, parce que quand je suis allé en France, c'est des journalistes spécialistes de reggae qui m'ont révélé. Vous savez, j'ai fait mon premier concert sur un bateau, il y avait 100 personnes, donc nous avons invité une cinquantaine de journalistes. Et donc c'est eux qui ont écrit des choses. Et donc je pense que c'est très très important. C'est ça qu'on a envie de faire avec ce festival. D'accord. Tiken Jah, où voyez-vous ce festival dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Mais dans 10 ans, moi je vois l'un des plus gros festivals du monde. Parce que voilà, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez un gros festival en Allemagne. Vous avez un gros festival de reggae en Allemagne, un gros festival en Espagne. Vous avez un gros festival en Hollande. Vous avez un gros festival dans... Voilà. Moi, dans 10 ans, même pas, dans 5 ans, moi, je vois ce festival se positionner comme l'un des plus gros festivals de reggae. D'abord en Afrique, le festival numéro 1. Et ensuite, l'un des plus gros festivals du monde, puisque nous allons inviter chaque année un artiste jamaïcain. Voilà, parce qu'ils ont créé le reggae, même si nous, on a apporté une couleur africaine pour concrétiser cette prophétie de Bob Marley. Parce que, vous savez, avant de mourir, Bob Marley avait fait une interview. Il a dit, un jour, quand le reggae sera en Afrique, le reggae prendra sa vraie place. Et Bob Marley meurt en 1981. Alpha Blondy sort Brigadier Savary en 1982. C'est comme s'il a passé le relais, en fait. C'est ça. Et donc, voilà, pour moi, ce festival sera un gros festival dans 5 ans. D'accord. Alors, Tiken Jah, parlons à présent de votre dernier album, le 11e de votre discographie, Braquage de pouvoir, qui comporte 13 titres et qui est sorti, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le 4 novembre 2023. Nous sommes à plus d'1 an de la sortie de cet album. Quel bilan vous pouvez faire de cet album-là? L'album a un bilan, c'est un bilan positif. Vous savez, aujourd'hui, on ne vend pas beaucoup d'albums. Moi, j'ai 4 disques d'or, ça veut dire que chaque album, j'ai vendu 100 000, peut-être en 3-4 mois. Aujourd'hui, je ne demande même pas combien j'ai vendu, parce que je sais que je n'ai même pas vendu 20 000. Par contre... Mais je vous pose la question, vous avez vendu combien? Moi, je n'ai même pas demandé. Je vous assure que je n'ai pas demandé. Je ne me suis pas intéressé à ça. Parce qu'aujourd'hui, les artistes comptent plus sur les concerts que sur les albums. Bon, les artistes qui font du rap, etc., ils font des scores.
c'est important parce qu'il y a les jeunes lycéens qui les écoutent, il y a plein de choses. Mais nous, on ne fait plus attention. Moi, en tout cas, je ne demande pas. Je ne demande pas parce que, voilà, c'est pas... Je ne demande pas parce que je sais que je n'ai pas vendu beaucoup. Par contre, les concerts, là, voilà, je demande. Et là, pour vous donner un exemple, je commence une nouvelle tournée le 8 mars. On m'a appelé hier pour me dire qu'en fin janvier, toutes les salles seront pleines. Parce que les gens, ils voient déjà les statistiques. Donc, ils ont les statistiques déjà. Donc, voilà, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, les ventes... mais le bilan est positif parce que les gens écoutent aujourd'hui la musique sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un album qui a bien marché parce que dès les premiers concerts, on a vu les gens chanter tous les titres. Donc, ça veut dire que s'ils chantent, ça veut dire qu'ils ont écouté. Ils ont écouté quelque part. Donc, c'est ça le positif. D'accord, il y a dans cet album-là des titres bien connus, Famicratie, Gouvernement 20 ans. La question que je vous pose à présent, c'est de savoir si vous pensez comme certaines personnes qu'il y a eu braquage de pouvoir en Côte d'Ivoire en 2020 à la faveur de l'élection présidentielle. Oh, je pense que je ne veux pas me mettre à la place de tout le monde, mais je pense que les choses ont été faites dans des conditions difficiles. C'est-à-dire? Non, ça veut dire que je pense que beaucoup d'Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens n'étaient pas d'accord de la manière dont les choses se sont passées. On peut considérer que c'était, on peut considérer aussi que c'était un braquage. Et moi, j'ai été beaucoup accusé, mais je pense que il était important que je tienne compte de la fragilité de la paix. La fragilité de la paix, vous savez, nous avons connu une rébellion, une guerre civile, une bataille pour le pouvoir en 2010. Donc la paix est très fragile, la stabilité était très fragile. Donc pour moi, j'ai laissé ce combat-là être mené par tout le monde sans m'engager parce que je ne voulais pas être responsable d'une rechute de mon pays. Certains pourront vous accuser pour dire qu'avant 2010, vous avez été engagé, vous n'avez pas tenu compte aussi de ce climat de paix. Mais parce que je pense que peut-être qu'à l'époque, si j'avais peut-être cette sagesse, peut-être que je n'allais pas me mêler comme il fallait, comme je l'ai fait. Je vous ai dit, on grandit, on analyse mieux les choses aujourd'hui. On analyse mieux les choses aujourd'hui. Donc j'ai vu les choses venir et j'ai décidé de... Je me suis exprimé par écrit, mais on voulait que je monte au chrono pour attaquer. Et pour moi, je ne voulais pas vraiment dire aux enfants des autres, allez vous faire tuer et avoir quelque chose sur la conscience. Et donc c'est juste ce chemin-là que j'ai emprunté, qui a été mal vu, mais je pense que voilà, c'est un pays qui était tellement fragile que je ne voulais pas une rechute. C'est la raison qui a fait que je ne me suis pas engagé comme les gens le souhaitaient. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a rechuté, on pourra le dire, puisqu'il y a eu des morts, des blessés. Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous accusez le silence que vous avez observé durant cette période? Est-ce que si Tiken Jah parlait, ça n'allait pas nous éviter ce qu'on a connu un peu? Oh, bon, je pense que ça n'allait pas changer grand-chose. Parce que je pense que... Vous n'êtes plus écouté, c'est ça? Non, non, ça allait, je suis toujours écouté, j'en suis conscient. Mais je pense que j'ai juste tenu compte de la fragilité. Voilà, c'est la raison que je peux donner. J'ai juste tenu compte de la fragilité, de la paix, de la stabilité, après tout ce qu'on a connu. Et donc, c'est juste ça. Parce que si on avait plongé, je pense que la stabilité qu'on a aujourd'hui, on n'allait pas l'avoir. Voilà, et donc j'ai juste tenu compte de ça. Je pense qu'un soldat doit souvent analyser le combat avant de s'engager. Vous voyez un peu. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait en ce moment-là. Et donc, mais sinon, le verbe n'a pas changé, les textes n'ont pas changé. J'étais sur la toile, j'ai fouillé un peu. J'ai suivi un peu vos interviews. J'ai vu quelque part un internaute qui a posé une question. Quelle forme d'injustice Tiken Jah a déjà dénoncée en Côte d'Ivoire depuis 2010, depuis que Ouattara est au pouvoir? Je pense que j'ai dénoncé beaucoup d'injustices. Il suffit d'écouter ma musique. Tel que? Mais vous voulez manger votre piment dans ma bouche? Pas du tout, Tiken. Non, je pense que j'ai dénoncé des choses. Mais en fait, moi, aujourd'hui, je me fais
appelé africain d'origine ivoirienne. C'est-à-dire quand j'aborde les thèmes aujourd'hui, c'est des thèmes qui concernent toute l'Afrique. J'ai chanté gouvernement à 20 ans. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans ici. Mais au Bénin aussi, il y a une femme opposante qui est condamnée à 20 ans. Je pense qu'au Togo, aujourd'hui, c'est devenu une pratique pour les dirigeants qui sont au pouvoir de condamner des opposants. Et donc, voilà, j'ai fait cette chanson pour dénoncer cette pratique-là. Hein. Et donc, je pense que, voilà, c'est un titre qui a mis les choses en place, qui a mis ceux qui commençaient à douter. Je pense que c'est un titre qui les a éclairés un peu. Parce qu'il y en a qui disaient non, il a mangé, il a fait ceci, il a fait cela. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc pour répondre à cet internaute, on dira que Tiken Jah a dénoncé les condamnations à 20 ans en Côte d'Ivoire à travers cette chanson. Non, je pense qu'il y a, voilà, il y a ça. Et puis bon, il y a des interviews où j'ai dénoncé quand même des choses. Je ne me rappelle pas, mais dans des interviews, j'ai dit ce que je pensais. D'accord. Voilà. Tiken, le samedi 9 décembre dernier, au lancement de sa campagne à l'élection à la présidence du PDCI, Tidjane Thiam a déclaré ceci. Parlons clair, le PDCI doit revenir au nord du pays. Comme nos amis en témoignent, on n'en est jamais parti. Il faut tout simplement remotiver nos militants, leur montrer qu'ils sont importants et que nous les aimons. Au RHDP, il y a eu des réactions, notamment celle de Cissé Bakongo. Il a dit ceci: l'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidjane Thiam. Loin s'en faut, Tidjane Thiam veut jouer sur 2 plans. Mais il ne pourra pas, ce n'est pas possible. Nous sommes là et nous l'attendons. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse du RHDP est le plan du patronyme et de la religion. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam. Vous voyez, je porte un boubou blanc. Vendredi, je suis à la mosquée, mais on n'est pas même chose. Il y a certains observateurs qui ont jugé cela ethnique, tribal et religieux. Comme si le peuple du Nord ou les musulmans de Côte d'Ivoire étaient la chasse gardée du RHDP. Avez-vous le même sentiment? Oui, j'ai le même sentiment. Je pense que je suis d'accord avec tous ceux qui ont dénoncé ce discours. Le Nord n'appartient à personne. Le Nord appartient évidemment aux gens du Nord. Mais c'est un terrain sur lequel tout le monde doit aller. Si le RHDP qui a comme bastion le Nord vient au sud, va à l'est, va à l'ouest, il faut donner la liberté aux autres partis politiques d'aller partout. Et c'est ça la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter les discours bidons. Il faut éviter de faire efflonger ce pays. Ce que nous demandons aujourd'hui, le peuple demande, c'est qui peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire. Ça doit être la question principale pour tous les Ivoiriens. Qui peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Ok, on dénonce ça, mais qu'est-ce que vous pouvez faire mieux? Si vous venez, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, moi je veux que les Ivoiriens fonctionnent comme ça. Je veux que les Ivoiriens arrêtent de voter parce qu'on est du Nord, donc le candidat est du Nord, il faut voter pour le candidat du Nord. C'est nos ancêtres qui ont fait ça, nos parents ont fait ça. On a vu le résultat que ça a donné. Oh non, je suis baoulé, il faut que je vote PDCI. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Ou bien je suis bêté, il faut que je sois derrière Gbagbo absolument pour me sentir ivoirien. Moi, je pense que c'est petit. Je pense que il faut rejeter ça. Il faut arrêter les discours qui peuvent enflammer. Il faut proposer des choses aux Ivoiriens. Il faut maintenir cette stabilité. Et puis, donner la liberté à tous les candidats de se présenter et donner le choix, laisser le choix aux Ivoiriens de voter leur candidat. Donc vous trouvez le discours tribal? Ouais, je trouve que le discours nous ramène quelques années en arrière et que c'est dommage parce que c'est ce discours qui a été dénoncé hier par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc il faut arrêter. Nous avons un beau pays. Comment vous comprenez cela? Un discours qui a été dénoncé hier et qui revient? Oui, parce que voilà, quand on est au pouvoir, on voit les choses autrement. Voilà, c'est comme quand on est au pouvoir, on n'aime plus le reggae et quand on est dans l'opposition, on adore. C'est la même chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, ça veut rien dire. Le pouvoir actuel n'aime pas non, moi, j'ai le pas dit reggae, ça. le pouvoir actuel est contre Tiken Jah Fakoly? Non, personne n'est contre Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly, il a décidé d'entamer une carrière musicale. Aujourd'hui, il a une belle carrière. Il est l'un des artistes africains, je ne dis pas ivoiriens, qui tourne plus aujourd'hui, qui a plus de concerts dans le monde. Et donc, voilà, je ne pense pas que quelqu'un est contre moi, mais je pense que peut-être des gens n'apprécient plus le message de la musique de Tiken Jah Fakoly, mais c'est leur droit.
Tu sais, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer sa musique ou à aimer son message. Tu vois, moi, je chante déjà la liberté, donc il faut que j'accepte que les gens soient libres d'écouter ma musique ou de ne pas l'écouter, que les gens soient libres d'aimer ma musique ou de ne pas aimer. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, j'ai dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention encore à la fragilité de ce pays. Un pays qui vient de loin. Et donc, il faut mesurer les discours, il faut rassembler, il faut être démocrate à fond, à 100%, pas à demi pour cent. Alors, vous dénoncez une forme de dictature avec le régime actuel? Non, non, je ne dénonce pas une forme de dictature. Je ne suis pas... On n'est pas dans un pays... Je ne pense pas qu'on est dans une dictature. Je suis... Voilà. Est-ce que ce n'est pas le cas quand on veut empêcher, on va le dire en griffe, quelqu'un d'aller mobiliser ses militants dans une autre partie du pays? Oui, mais je pense que on va dire ils font comme les autres. Ils font des choses qu'ils ont dénoncées hier. Mais je ne peux pas parler de dictature. Et je pense aussi que tout ça s'est fait parce que le peuple ivoirien est divisé et qu'il accepte. Vous savez, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est ça. Mais le peuple désuni est fragile et manipulable. Et il se trouve que nous sommes dans un pays où il y a une ethnie qui pense qu'il faut être PDCI, il y a une ethnie qui pense qu'il faut être RHDP, il y a une ethnie qui pense qu'il faut être PPACI ou FPI, etc. Vous savez, en France, quand vous touchez à l'emploi, à la santé, les gens, ils oublient les partis politiques. Est-ce que tu vois? Et donc, aujourd'hui, on est divisé, donc on ne peut remporter aucune victoire. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites parce qu'on sait que le peuple est divisé. D'accord. Voilà. Tikenja, au regard de cette réaction de Cissé Bakongo, est-ce à dire que Tidjane Thiam apparaît comme un sérieux adversaire pour le RHDP? Fait-il peur autant au RHDP, à votre avis? Ben, moi, je pense que tous les candidats sont sérieux. Vous savez, tous les candidats sont sérieux. Il ne faut négliger personne. J'ai eu l'honneur de recevoir la visite de Blé Goudé il y a quelques jours. On va en parler. Alors, quand les gens ont su qu'il est là, il y avait du monde devant la porte. Donc, tous les candidats sont sérieux. Il ne faut négliger aucun candidat. Voilà, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Tous les candidats sont sérieux. Donc, votre conseil à l'endroit du RHDP, c'est de ne pas négliger Tidjane Thiam? Non, je pense qu'il faut négliger personne, il faut respecter tout le monde. On est en démocratie. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Tout le monde a le droit d'être candidat, de se présenter. D'ailleurs, ça a été notre combat principal hier, parce qu'on voulait que tout le monde soit candidat, on voulait que tout le monde s'exprime. Et donc, c'est encore notre combat aujourd'hui. Voilà, il faut que tout le monde s'exprime, que tout le monde soit candidat et que les Ivoiriens choisissent. Alors, parlant de Tidjane Thiam, ses ambitions présidentielles sont désormais claires. Il veut diriger la Côte d'Ivoire. Il a le droit. Pendant que certains voient en lui un messie qui est venu pour sauver en griffe le peuple de Côte d'Ivoire, d'autres pensent qu'il n'est pas présidentiable du fait qu'il a été très longtemps de son pays, du fait qu'il ait passé plus de 20 ans loin de son pays. On estime qu'il est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire. De ce point de vue-là, il n'est pas présidentiable. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est des arguments qu'on trouve comme ça. Le gars, il était à l'extérieur à 20 ans. Tout ce qui nous intéresse, est-ce qu'il a la capacité de diriger ce pays? Vous pensez qu'il en a? Moi, je pense que oui, il a la capacité de diriger ce pays. Et que, voilà, il faut lui donner sa chance et qu'il vienne le démontrer. Mais d'abord, avant on lui donne la chance et puis, voilà, s'il remporte la majorité, qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites qu'il a la capacité de diriger ce pays, pour vous, quels sont ses atouts? Mais moi, je pense qu'il a les atouts d'être un économiste. Il a les atouts d'avoir voyagé. Donc, il a cette expérience. Donc, je pense que c'est un candidat important pour la Côte d'Ivoire. On le voit comme Ouattara en 90. Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est le même regard que vous avez? Non, oui, c'est le même regard que j'ai. Mais moi, ce qui m'importe, moi, c'est le choix des Ivoiriens. Voilà. Ouais, ce syndrome ivoirien, d'ailleurs, qui a atteint le Sénégal. Aujourd'hui, je ne veux plus ça. Moi, je veux que tout le monde soit candidat et que les Ivoiriens se mobilisent pour aller voter et que les élections soient justes et transparentes. Vous voulez que tout le monde soit candidat. Il y a une personnalité de ce pays
qui affiche ses ambitions, qui est aussi clair comme Tidjane Thiam. Vous avez évoqué son nom. Il s'agit de Charles Blé Goudé, que vous avez reçu ici même chez vous à domicile. Est-ce que vous pensez qu'il incarne cette jeunesse que vous voulez à la tête de la Côte d'Ivoire? On sait que Tiken Jah est favorable à un renouvellement de la classe politique. Moi, je pense que tous les jeunes ont le droit et tous les jeunes ont... Voilà, le renouvellement de la classe politique est important. Il faut qu'il y ait des jeunes, mais il ne faut pas qu'il y ait des jeunes parce qu'on veut des jeunes. Il faut qu'il y ait des jeunes qui soient capables de diriger. C'est-à-dire qu'il faut, avant les élections présidentielles, il faut que ces jeunes-là s'apprêtent à nous proposer quelque chose. Moi, je souhaite que tous les candidats nous proposent leur programme et qu'on choisisse. C'est ça. Parce que aujourd'hui, quand même, qu'on soit avec le pouvoir ou pas, on voit comment, quand même, sur le plan développement, notre pays est quand même debout. Vous voyez un peu. Et donc, moi, je souhaite qu'on nous fasse des propositions meilleures que ça ou des propositions comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, je ne dis pas que tout est positif, hein. Je sais qu'il y a des injustices, je sais que dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, je sais qu'il y a des endroits où les gens galèrent. Mais aujourd'hui, on voit quand même un certain développement, les routes, les ponts, etc., qui ne sont pas à négliger. Et puis, il y en a qui disent non, c'est des prêts, notre pays est endetté. Et je voudrais dire à ceux-là que les États-Unis sont encore en train de payer les prêts qu'ils ont faits auprès des banques pour mener la guerre du Vietnam. Et je voudrais dire à ceux-là que la France est endettée, que tous les pays sont endettés. L'essentiel, c'est qu'on voie des investissements, qu'on voie que des trucs soient visibles. Je pense que tous ces ponts, toutes ces routes, il y en a qui auraient pu prendre pour aller mettre dans les banques suisses. Vous voyez, je pense que la Côte d'Ivoire, sous Houphouët, était très très riche. Et il y a eu des routes, mais il n'y en a pas eu assez. Voilà, on a préféré construire une basilique à la place des ponts, à la place des routes. Ça a été un mauvais choix? Ouais, non, je pense que c'est inutile. C'est inutile parce que c'est plus grand que l'église en Italie. Et les Blancs ne vont jamais venir prier ici, hein. Tu vois, il aurait fallu investir cet argent dans des écoles, dans des routes. On aurait pu construire des centaines d'écoles dans des villages. Et moi, je pense que c'est du gaspillage. Non seulement c'est du gaspillage, mais les 22 km² de la cour de Fort-Boigny, c'est un gros gaspillage. Tout ça, c'est des choses qui ne devaient pas exister. Donc, et c'est des choses qui, je ne pense pas, vont exister aujourd'hui parce que la jeunesse est mieux réveillée. Et donc, pour moi, ce que je souhaite pour mon pays, c'est que tout le monde soit candidat et que les candidats nous proposent ce qu'ils sont capables de faire. Tout le monde soit candidat. Au RHDP, des voix s'élèvent pour réclamer une nouvelle candidature de Ouattara pour 2025. Mais je pense que c'est aux Ivoiriens de juger, c'est aux Ivoiriens d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui aiment le président Ouattara devraient lui conseiller d'aller se reposer. Parce que, vous savez, les grands hommes, on parle des grands hommes d'aujourd'hui, des grands hommes qui ont posé des actes et qui les ont maintenus et qui existent encore. C'est-à-dire quand tu vas en France, on va te dire c'est Napoléon qui a fait ça. On va te dire c'est Napoléon qui a fait ça. On va te dire c'est le général de Gaulle qui a fait ça, etc. Voilà, parce qu'ils ont su partir. C'est vrai que Napoléon, voilà, c'est une autre histoire. Mais je pense que quand on dirige, il faut savoir partir. Il faut partir et maintenir un peu ce que tu as fait du bien pour son pays. Vous pensez qu'il est temps pour Ouattara de partir? Moi, j'ai été toujours pour ça. J'ai été toujours pour ça, pour qu'il puisse se reposer, tu vois. Mais bon, le problème, c'est que quand on est au pouvoir, on est comme le tronc d'arbre. Puis il y a des branches. Alors les branches, ils sont là. Ils se disent toujours, non, 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 c'est toi, parce que si toi tu tombes, et ils tombent. Donc ils ne vont jamais venir te dire, tu es fatigué. Actuellement, le problème, c'est l'entourage de Ouattara. Non, moi, je ne veux pas vous dire ça. Moi, je dis, c'est les branches. Voilà. Maintenant, le téléspectateur ou vous allez analyser les branches. Vous savez... Justement, ce sont les branches, hein, on va dire l'entourage de Ouattara. Où sont les anciens ministres du Quelques ministres de Ouattara, ce sont eux qui réclament. On a entendu Touré Mamadou. Les anciens ministres de Bédié, ils sont où? Il y en a qui ne peuvent même plus acheter des vestes. Les couleurs des vestes ont changé, etc. Les anciens ministres de Gbagbo sont-ils où? Vous voyez un peu. Donc quand le tronc tombe,
les arbres tombent, les fruits aussi. Et les branches également. Et donc les branches également. Donc les branches vont supplier le tronc de rester. Voilà, maintenant c'est au tronc de tout faire pour rentrer dans l'histoire par la grande porte. Belle Voilà. image quand même. Ouais, c'est ça. Bravo à vous. Alors, Tiken Jah, on va parler cette fois de Guillaume Soro, un autre acteur de la politique en Côte d'Ivoire. Vous le savez, il est en exil. Vous avez connu aussi l'exil au Mali. Ouais. On l'a vu récemment à la télé un peu amaigri. Quel est votre regard sur la situation qu'il traverse actuellement? Bon, moi, je pense que la place de Guillaume Soro, c'est en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne doit rester en exil. Moi, j'ai connu l'exil. Je pense que même le président Ouattara a connu l'exil, Gbagbo a connu l'exil. Le président Bédié également, Bédié, Bédié a connu l'exil après le coup d'État. Et donc, tous les Ivoiriens doivent être en Côte d'Ivoire. Je pense que, mais aujourd'hui, je pense que les deux sont allés un peu plus loin, trop loin. Sinon, j'allais demander que la loi de la chorocratie soit appliquée. C'est-à-dire que le petit frère demande pardon au grand frère et le grand frère accepte le pardon. C'est ce qui doit être fait pour vous. C'est ce qu'il doit être fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut éviter de retomber. Il y en a qui disent, non, on ne veut pas, mais si c'est ça, on va faire ceci. Mais ils ont oublié déjà, quand ça tirait dans les rues et qu'on ne pouvait pas sortir, ils ont déjà oublié ça. Et donc, il faut souhaiter que cette histoire finisse par le dialogue. Il faut demander que même les parents de Guillaume Soro, enfin les parents du Nord s'impliquent, que les sages de ce pays s'impliquent pour demander pardon et que le pardon soit accepté et que, voilà, et que les choses se fassent d'une manière pacifique. Ça, c'est notre souhait. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne doit plus replonger. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas l'importance de ce pays, ils ne sont pas encore sortis. Quand tu sors, tu vas dans d'autres pays, je ne veux pas citer, mais c'est là que tu vois qu'on a un beau pays. C'est là que tu vois que la stabilité n'a pas de prix. Et donc, parce que quand ça va se gâter pour nous. On a vu qu'à chaque fois que, quand tu comptes le nombre de morts pendant la crise post-électorale, il n'y a pas plus que 10, sur les 3000 morts, il n'y a pas plus que 10 personnes des dirigeants, de la famille des dirigeants. Voilà, c'est les gens de Yopougon, d'Abobo, voilà. Et donc, voilà. Et ce que je souhaite, c'est la stabilité. Je souhaite qu'entre Guillaume Soro et le président Ouattara, le dialogue règle la situation pour éviter que, voilà, on retombe. Je vous ai entendu dire que les deux sont allés très loin Ouais, je pense. dans cette histoire, mais il y a aussi des opinions qui disent que c'est plutôt Guillaume Soro qui est allé plus loin en déclarant qu'il va faire asseoir le président Alassane Ouattara pour lui donner des conseils. C'est pourquoi j'ai demandé pardon et acceptation de pardon. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je pense que moi, je viens du Nord. Le grand frère a toujours raison. Même quand mon grand frère me fait quelque chose, même s'il n'a pas raison, on va me dire d'aller lui demander pardon. Je pense que Guillaume Soro vient du Nord, Alassane Ouattara vient du Nord, et je pense qu'il faut appliquer cette règle-là. Alors, Tiken Jah, on va terminer avec cette actualité sous-régionale qui concerne le Sénégal. On va justement parler de Sonko Ousmane, qui était détenu en prison, et la justice vient d'ordonner sa réintégration dans la liste électorale. Qu'est-ce que cette actualité vous inspire comme commentaire? Moi, je suis content parce que Sonko, c'est le prochain président du Sénégal. Pourquoi vous le dites? Mais parce qu'il est populaire, parce que le peuple veut qu'il vienne. Vous savez, c'est juste le syndrome ivoirien qui a atteint un peu le pouvoir au Sénégal. Ils veulent choisir leurs adversaires. C'est comme si on dit à l'équipe d'Odiéné de choisir son adversaire. Je pensais qu'il va choisir le Paris Saint-Germain. Permettez-moi, quand vous dites que c'est le même syndrome en Côte d'Ivoire qui atteint le Sénégal, ils veulent leur choisir leur adversaire. Et ça dit que pour vous, vous pensez vraiment que le RHDP en Côte d'Ivoire veut choisir son adversaire? Non, je donne l'exemple du rejet de la candidature d'Alassane Ouattara à l'époque. Ah, d'accord. D'abord. Voilà, il y a ça. Maintenant, les faits sont là. Les faits sont là. Tout le monde peut commenter à leur manière. Mais j'ai dit, il faut laisser le peuple choisir. Vous posez des actes. Et puis vous laissez le peuple vous juger. C'est comme ça. On ne peut pas, quand quelqu'un
est choisi par Dieu. Parce que quand une personne est très populaire, ça veut dire que cette personne-là est le choix de Dieu. Et donc, moi, je voyage en France, aux États-Unis, partout. J'ai fait un sondage. Mais la majorité de la diaspora, c'est Sonko. Et donc, au Sénégal, si les élections sont organisées d'une manière libre, transparente, je peux prophétiser que Sonko sera le prochain président du Sénégal. Et je pense qu'ils n'auront pas le choix. Est-ce que vous pouvez prophétiser aussi pour la Côte d'Ivoire? En 2025, on aura les élections présidentielles. Pour vous, qui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Je pense que nous sommes un peu loin des élections. Et je pense que... Un an, c'est vrai, c'est loin. Mais... Voilà, c'est loin. Et puis je pense que... en fait, c'est aux Ivoiriens. Je pense que... Mais c'est aussi aux Sénégalais de choisir. Oui, même avant. Mais les Sénégalais, ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils veulent que Sonko soit candidat. Vous voyez toute cette paralysie de la ville. Dès que Sonko a un souci, Dakar est paralysé, l'intérieur est paralysé, etc. Je pense que les Ivoiriens, s'ils veulent quelque chose, doivent le prouver. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'aucun combat n'est possible à gérer parce que les gens sont tellement matérialisés. Et je ne veux pas insulter, mais la jeunesse est très alcoolisée. Il y a le Kadhafi qui rentre en jeu. Et puis on a l'impression que le pouvoir laisse faire. Tu vois, on a l'impression qu'on laisse faire. Comme ça, les jeunes, ils se saoulent la gueule, ils se kadhafisent. Et voilà, et puis bon, voilà, et tu vois un peu. Et donc, et puis bon, on encourage aussi les histoires de... Il y en a qui disent, je suis ado mouton, il y en a qui disent, je suis bagourien, il y en a qui disent, je suis ceci, cela. Maintenant, on parle de tiamistes. On parle de tiamistes, etc. On doit parler d'ivoirien. On doit parler d'ivoirien. C'est-à-dire que pour la santé, pour qu'il y ait une meilleure santé, pour que les Ivoiriens soient soignés, les Ivoiriens doivent oublier leur ethnie, leur région. Pour l'emploi, les Ivoiriens doivent oublier leur ethnie, leur religion, leur parti politique. C'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Tant qu'on sera dans bagourien, adorateur, tiamis ou bédiéis, voilà, etc., tant qu'on sera dans ça, on ne gagnera aucun combat. Et l'avantage des pays comme le Sénégal et le Mali, pourquoi il n'y a pas cette division? Parce que le Sénégal, la langue nationale, c'est le Wolof. Il y a des émissions en Wolof à la radio. Tout le monde parle le Wolof. Au Mali, la majorité des peuples parlent le Bambara. Donc, les émissions sont en Bambara. Donc, on parle la même langue. Donc, au Burkina également, on a le Moré. Voilà. Donc, au Burkina aussi, le Moré. Donc, on se retrouve ensemble grâce à une langue. Et ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. Il le faut. Il faut qu'arrive un moment, on arrive tous à ça. Et donc, je pense que c'est un peu la maladie, les différentes maladies de la Côte d'Ivoire. Quand je passe à 10 h du matin, que je vois des jeunes Ivoiriens dans les maquis, j'ai mal au cœur. Tiken Jah, vous avez prophétisé pour Sonko. Est-ce que vous pouvez prophétiser aussi pour les éléphants pendant la CAN? Non, je suis panafricaniste. D'ailleurs, je préfère qu'on m'appelle l'Africain d'origine ivoirienne. Au départ, je soutiens toutes les équipes. Et puis tout le monde sait, l'équipe dont je souhaite la Côte d'Ivoire. Voilà, je souhaite que le meilleur gagne. Mais si la Côte d'Ivoire gagne, je serai content. Mais si le Mali gagne aussi, je serai content. Il y aura une chanson pour les éléphants? Non, il n'y aura pas de chanson pour les éléphants. Merci beaucoup. Il y aura peut-être un concert pour tous les Africains qui vont se retrouver ici. J'ai été contacté par les organisateurs de la CAN pour donner un concert. Et nous sommes en pourparlers, ce n'est pas encore signé, mais je pense que c'est acté et ça va se faire. Ça sera avant ou pendant ou après? Ça serait pendant le concert, parce qu'il y a le monde entier qui vient. Donc c'est le moment de montrer qu'en Côte d'Ivoire, on a le zouglou, on a le coupé décalé, mais on a aussi le reggae. Donc je pense que ça a été une bonne idée des organisateurs. Mais moi, je n'ai pas été contacté pour faire une chanson pour la CAN. Et puis, je n'ai pas la volonté de montrer que je soutiens la Côte d'Ivoire plus que les autres pays en tant que panafricaniste. Merci beaucoup à vous, Tiken Jah Fakoly. Mais avant de terminer, on vous donne la possibilité de donner votre mot de fin. Mais mon mot de fin, c'est de dire aux Ivoiriens, nous avons un beau pays. Nous venons de très loin. Privilégions l'unité. Privilégions la réconciliation concrète. Parlons à nos frères. Parlons à nos frères. Parlons-nous entre nous. Ce pays-là nous appartient tous.
Nous nous sommes entre-déchirés hier, il y a une fracture. Il faut tout faire pour nous rapprocher. Il faut nous unir. Le peuple uni a le pouvoir, mais le peuple divisé n'a pas le pouvoir. Si nous restons divisés, derrière des partis politiques, nous allons avoir encore des accrochages. Il faut qu'on privilégie la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise, plus jamais ça. Ce qui est arrivé là, ça ne va plus nous arriver. Moi, je ne veux plus aller me tuer pour un homme politique. Imaginez, vous pensez que les gens qui sont morts pour Alassane Ouattara hier, leurs parents sont sortis de la galère parce que les militants sont morts. Vous pensez que les gens qui sont morts pour Laurent Gbagbo, leurs parents sont sortis dans la misère, etc. Vous savez que, voilà, tu vois, donc je pense qu'il faut qu'on soit plus intelligent que les années passées. Qu'on milite pour notre candidat, qu'on milite pour notre leader, mais qu'on évite de s'entretuer. C'est ce que je peux dire. Et aux Africains, je dirais, nous avons l'un des plus beaux continents. Nous avons l'un des continents les plus riches. Moi, je suis convaincu que quand il y aura la stabilité totale en Afrique, c'est nous qui allons refuser le visa aux Occidentaux. Parce que rien que le soleil, vous savez, quand il fait beau en Europe, les gens sont contents, on porte les mini-jupes, on porte les talons, on est content, on porte les habits qu'on veut. Mais nous, on a ça tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, quand tu es habillant, tu peux t'habiller comme tu veux. Vous voyez? Et ça, c'est une richesse qu'on ne peut même pas... voilà, on ne peut même pas estimer. Vous voyez un peu. Donc, soyons fiers d'être africains. L'avenir, c'est ici. Il ne faut pas on va se presser. Ça fait seulement 60 ans que nous avons été libérés de la colonisation et de l'esclavage. Et quand tu compares l'âge de la Côte d'Ivoire en tant que pays à l'âge de la France, c'est un gamin qui est en train de grandir. Tu compares l'âge de la Côte d'Ivoire en tant que nation aux États-Unis, c'est un gamin. Quand tu comptes le nombre de présidents des États-Unis, au moment où tu vas te retrouver dans 20 ou 30, nous on est à 4. Donc on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Et donc c'est le message que je peux dire aux Africains. Soyons fiers d'être Africains parce que l'avenir c'est ici. D'accord. Voilà. Moi même si tu me donnes tous les millions du monde, je ne vais jamais aller habiter en France. Merci beaucoup. Parce que moi je vis au panneau solaire. Moi j'ai besoin de soleil pour vivre. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci beaucoup à vous, Tiken Jah Fakoly. Et puis, moi. on vous souhaite bonne suite de ce jour ici en Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. S'ils ont partagé le monde, nous, on a été très heureux de partager ce plateau avec Tiken Jah Fakoly et rien ne doit vous étonner. Ouvrez-nous vos portes comme Tiken Jah demande à l'Europe d'ouvrir ses frontières. À très bientôt. Merci.